bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 5e webconférence mensuelle eWinvest. Alors aujourd'hui nous allons, enfin vous allez en l'occurrence assister à une webconférence un petit peu spéciale puisqu'elle n'aura pas un sujet sur le trading mais c'est un sujet sur les analyses de marché. Je vais vous faire des analyses live sur les indices mondiaux et comme je vous ai proposé si vous voulez que je vous fasse des analyses sur des produits, sur donc des actions, je pourrais vous les faire live à votre demande. Donc usez et abusez de moi ce soir, je suis tout à vous, il faut en profiter, ça ne sera pas tous les jours. Donc vous avez compris, c'est un webinaire beaucoup moins professoral que d'habitude, mais j'espère surtout qu'il sera plus interactif. Donc vous interviendrez. Mais pour rester quand même cohérent, logique dans tout ce qu'on fait, je vous demanderai juste de me laisser, donc comme d'habitude, dérouler mes propos. Alors ensuite, on va commencer par une petite présentation personnelle. Bon, ceux qui me suivent sur les webinaires, évidemment, ont l'habitude. Ceux qui me connaissent aussi ont l'habitude. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et qu'il y en a qui peut-être ne me connaissent pas. Donc, je vais faire très vite pour les autres, évidemment. Donc, qui je suis? Bernard Prat-Desclos, ça fait 23 ans que je suis dans la finance et dans le trading. J'ai d'abord été trader pour compte propre. Ensuite, j'ai été recruté dans un hedge fund à Genève. Donc, dans un premier temps en tant que trader, puis ensuite en tant que gérant, puis donc directeur du fonds. J'étais head of trader aussi, et le plus gros fonds que j'ai géré, c'est le Hermès Alpha Fund à Genève en Suisse. Donc aujourd'hui et depuis 2013, j'ai quitté la Suisse parce que j'avais une idée et un projet fort à développer. Ce projet est arrivé à terme, donc a mûri en 2016 et aujourd'hui je suis le directeur et le fondateur de la recherche chez eWinvest qui est une fintech avec de très grosses ambitions. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc c'est parti pour le webinaire. Ah oui, donc le premier livre justement dont j'en parlais, le deuxième il est là. Oui, alors j'ai ajouté donc un avertissement aujourd'hui parce que c'est légalement il faut que je le mette. Et en plus comme aujourd'hui c'est vraiment un webinaire consacré aux analyses, je voudrais que les choses soient claires. Donc je vous le lis très rapidement. Toutes les informations, analyses et remarques contenues dans cette vidéo ne sont présentées que à caractère informatif. Elles ne constituent en aucun cas et en aucune manière un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente. L'investissement et le trading actif sont des activités risquées qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Il est fortement conseillé de se former avant de vouloir trader ou investir. eWinvest et tous ses représentants ne peuvent être tenus pour responsables de toute transaction perdante réalisée sur les marchés financiers. On peut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'analyse. Donc on en vient au CAC. Alors ce qui m'intéresse sur le CAC et qui j'espère va vous intéresser, on va donc dézoomer un petit peu tout ça pour revenir donc en arrière et pour revenir à une époque où nous étions tous jeunes et beaux, c'est-à-dire en février 2016. Donc à cette époque-là, si vous vous souvenez, les marchés étaient beaucoup moins glorieux que ceux qui sont aujourd'hui. Et les marchés nous ont réalisé, je ne sais pas si on en a discuté déjà, mais les marchés nous ont réalisé une très jolie figure en double creux qui nous a mené sur un objectif à 5258 qui a été atteint donc le 24 avril, c'est-à-dire au lendemain du résultat des élections au premier tour. Nous avions aussi, par cette même configuration, par ce simple calcul, un objectif à 5386 qui lui a été atteint le vendredi qui a précédé le second tour des élections, soit le 5 mai. Autrement dit, le CAC, avec les élections, nous a réalisé deux objectifs graphiques donc majeurs. Le premier était un objectif de très long terme, donc une formation, une figure en double creux qui datait de l'an dernier. Et ensuite, si l'on considère que nous avons ici, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, une vague 1, ici une vague 2,
et que nous considérons que ici nous avons bien une vague 3 impulsive qui a fait 200% de la vague 1, on peut notamment donc considérer que nous avons bien atteint notre premier objectif haussier sur le CAC. On va maintenant zoomer sur le futur CAC. Alors, on va le mettre en 2 heures, on y verra mieux, je pense. Je ne vais pas vous dire de bêtises. De 4 heures alors. Voilà. Donc je veux retrouver, donc pour ceux qui sont que j'ai en live tous les vendredis et tous les jeudis, tous les mardis, enfin bref, très souvent, savent que l'on parle souvent du creux du 8 février. Ce creux peut lui être très facilement décomposé, là aussi en 5 vagues. Voilà. Et les élections ont été une vague saine très impulsive qui a été donc marquée par un gap très historique parce que comme je vous en ai déjà parlé, comme je l'ai écrit, ce gap est juste historique. En 23 ans de métier sur les marchés, je n'avais jamais vu ce qui s'était passé. Autrement dit, on a eu le 24 avril au matin, entre 8h et 8h04, donc de mémoire, vous m'excuserez si je me trompe, mais je pense que c'est ça, donc de 8h à 8h04, on a eu 219 points de range sur le futur CAC après un gap de plus de 100 points. Autrement dit, on a eu 320 points de range en moins de 5 minutes à la hausse, c'est juste du jamais vu. Alors, à la baisse, c'est quelque chose qui peut se produire, qui se produit, je l'ai déjà vécu, mais à la hausse, je ne l'avais jamais vécu. Donc, c'est vraiment très typique d'une vague 5. Le décompte que vous avez sous les yeux est très cohérent. Nous avons ici le bas de la vague 4 qui ne vient pas en overlap de la vague 1. Et nous avons bien la vague 3 ici qui en taille n'est évidemment pas la plus courte. Donc nous avons bien 5 vagues claires, nous avons bien une vague 5 très impulsive. Et ce que l'on constate aussi, c'est que cette vague 5, ce cycle complet, est en fait la vague 5 de la vague 3 dont je vous parlais précédemment. Donc là, je vais maintenant revenir sur le CAC Cash. Voilà. Qui dit bien sauf erreur. Hop là, je me trompe pas, cette vague-là qui est bien la vague 5. Voilà. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont abonnés dans mon morning, où j'ai dû le mettre aussi sur le blog, le savent. Je parle donc maintenant régulièrement d'une vague 4 à venir, dans un cycle très long, très bullish. Et donc nous en arrivons, je pense, à ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que mon scénario pour les prochaines semaines est un range relativement large, alors qui ne devrait pas redescendre beaucoup plus bas que le 5115 futur. Alors là, c'est très compliqué en ce moment avec les futurs, dont vivement que le CAC se recale, enfin que le futur se recale sur le cash, ou inversement lorsqu'on en aura terminé avec les dividendes. Mais voilà en gros voilà le scénario que j'ai sur le marché. Pardon, c'est ça, voilà, celui-là, ce sera le bon. Sur le marché pour les prochaines semaines, c'est-à-dire pratiquement tout l'été. Je vois plus le marché réellement faire des hausses. Autrement dit, je n'hésiterai pas personnellement, ce n'est pas un conseil d'achat ni don de vente, vous l'avez bien compris, mais je n'hésiterai pas donc personnellement, si l'on refait des hauts, à me mettre en opposition assez haut, car je ne crois pas à ce jour que l'on puisse pousser très haut, beaucoup plus haut. Et de la même manière, si l'on venait à faire des bas, je ne pense pas que l'on corrige très fortement puisqu'on est sur une vague 4.
Donc une vague 4, c'est une vague qui va corriger très peu. Maintenant, revenons-en au futur CAC. On va le mettre en 2 heures. Et là, vous allez voir que donc je vous remets le cycle court. Hein, donc le cycle qui, lui, a démarré le 8 février, qui s'est arrêté le 5 mai. Donc c'est un cycle complet en 5 vagues. Donc on a bien eu, rappel, la vague du 18-19 avril au 5 mai qui est la vague 5 de ce cycle. Et ce que l'on constate, et ce que j'avais ciblé moi dès ce moment-là, c'était une correction en range. Et ce que l'on constate très très clairement, c'est qu'au sein de ce cycle et de la vague 5, on a corrigé 38% pile poil et on s'est arrêté aussi sur le sommet du 24 avril. Donc à ce stade, on constate lorsque le marché s'arrête aussi précisément sur des retracements de Fibonacci, on constate et on doit se dire que le marché est très très technique. Donc lorsqu'un marché est très technique, pour nous traders, pour nous investisseurs, cela doit avoir du sens. Le sens que ça doit avoir, c'est que ceux qui ont la main sur le marché, ce ne sont pas les investisseurs long terme qui l'ont perdu, en fait. Voilà. Ce sont bien les traders très techniques ou les algorithmes au choix, mais ça donc peu m'importe que ce soit un algorithme ou donc un être humain qui traite, ce que je constate, c'est que lorsque les niveaux Fibo réagissent aussi précisément, lorsque les niveaux support et résistance réagissent aussi précisément, on voit très bien ceux qui tiennent le marché. D'accord? Bon. Ensuite, à plus court terme, donc ça c'était pour ce que j'avais vu. À plus court terme, je n'ai aucune honte à dire ce que j'ai vu, et je n'ai aucune honte aussi à dire ce que je n'ai pas vu. Donc vendredi. Vendredi, on avait fait un live le matin et j'avais indiqué dès avant l'ouverture, donc dans le morning, que j'étais baissier. Alors, le marché a été très très lent, mais a fini par me faire la baisse que je voulais. Sauf que j'attendais une reprise. Alors, on va revenir à la journée de vendredi parce que je pense que ça va en intéresser donc beaucoup. Donc, on était bien le 25. Donc, j'avais anticipé la baisse alors que l'on ouvrait. C'est ça? Non, ça c'est jeudi. Je me disais que j'étais allé vite, qu'il y avait une figure qui n'allait pas bien là. Voilà, on va y arriver. Tac. Oui, 26. Voilà. Donc, on avait ouvert, j'étais baissier, donc on a fait des trades short en live, mais ça a été très très lent avant que le marché veuille bien donc démarrer. Donc j'indiquais que le marché prenait bien appui sur la SMA 20. On avait un très léger gap ouvert de un petit tick le matin, c'était un signal baissier, mais ça pouvait être aussi une force de rappel alors que nous étions en short et que j'avais mis le stop à ce niveau parce que je voulais pas jouer avec le marché à me faire avoir. Ensuite le marché s'est mis donc à dérouler sa baisse comme anticipé, mais j'avais un objectif à 5230 pour la journée et puis ensuite des objectifs donc baissiers en swing beaucoup plus bas. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une correction attendue très très classiquement donc en ABC qui s'est transformée en fait en triangle. Et pour les amateurs de Fibo, je ferai remarquer aussi que l'on a corrigé pile poil 38%. Donc ça, c'est un grand classique. Ce qu'il est moins, c'est qu'on a redémarré en baisse à 13h25. Et là, j'avais émis donc une alerte en live où j'avais dit, bon, soit on part sur une journée directionnelle très forte, ce qui n'est pas les scénarios que l'on voit depuis le début de l'année. Alors là, il y en a, donc je le rends un très grand hommage, qui m'ont fait remarquer qu'il y a effectivement une divergence 15 et une divergence 5, effectivement.
Moi, j'avais conseillé là de prendre des bénéfices sans que l'on arrive à l'objectif que je voulais. Et puis derrière, bam, est arrivé ce que vous savez, c'est-à-dire un gros rebond. Mais ce gros rebond, il m'intéresse beaucoup parce que c'est là où je veux en venir. Alors c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de m'écouter sur les analyses, hein. Donc ceux qui me supportent tous les jours, évidemment, ils savent, donc ils connaissent le discours que je vais vous livrer là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui fonctionne en mode on-off depuis le début de l'année. Alors, ça arrive sur certaines périodes, mais je ne vous cache pas que sur une période aussi longue et sur un mode on-off, je vais ensuite expliquer ce qu'est le mode on-off. Donc, avoir un mode on-off aussi long, qui dure aussi longtemps, c'est franchement très rare. Donc, plus que ça, vous avez vu pour ce que je suis sur les marchés depuis très longtemps, ce qui ne me rajeunit pas évidemment. Et je n'avais jamais vécu ça. Alors c'est quoi le mode on-off très spécifique? C'est-à-dire qu'on a des phases impulsives très violentes, donc violentes, très rapides et très extensives, qui sont ensuite suivies par des périodes de léthargie, de range très étroit et très très long. Autrement dit, il y a une très forte discordance entre la tendance et le range. Généralement, je l'ai écrit dans mon premier livre, je l'ai écrit dans le deuxième, on considère que les marchés évoluent 25 à 30% du temps en trend et 75 à 70% du temps en range. Je vais y arriver. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, c'est presque du 5 pour 95. Vous voyez là ce qui s'est produit. On a eu donc un trend très 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 violent, donc qui a duré de 13h30 à 16h30, 2 heures, et puis depuis, donc vous voyez, on navigue dans un range très long. Si vous prenez le 60 minutes, il risque de ne pas être trop lisible, donc je vais vous prendre le 30, voilà. On avait eu la même chose ici, donc je vais vous le dessiner comme ça. Donc là, on a une période impulsive. Là, on a une période de range. Là, on a une période impulsive. Range en triangle. Re-impulsivité à la baisse. Impulsivité et range. Et pour que les choses soient claires, je vais vous mettre des couleurs qui seront différentes. On va les mettre en rouge lorsque c'est impulsif. Là, on peut à peine dire que c'est impulsif. Hein. Sur celui-là, on va le mettre en orange parce que c'est plus en tendance qu'impulsif. Et donc, vous voyez qu'en fait, les périodes de trend sont, et évidemment, je pourrais ajouter ça, hein, voilà, etc. Enfin bref. Donc, vous voyez que les périodes de tendance sont très rares sur ce marché, mais sont très violentes, donc très très puissantes. Ok. Une autre astuce que je vous livre et qui va vous apporter énormément si vous tradez sur les marchés, c'est que c'est un marché, évidemment il va m'agacer lui, c'est un marché qui fonctionne en fail. Alors c'est quoi un fail? Bon là j'imagine que vous avez lu quand même le livre, sinon je vous invite à prendre la porte. Attends, je blague. Non, ce sont des fausses cassures par le haut et par le bas. Voilà, donc là on le fait là, là on le fait là. Et après je vais vous expliquer où je veux en arriver. Bon, là je peux vous en mettre autant que vous voulez, donc tout le temps. Hein. Sauf erreur, le démarrage ici aussi, voilà, avait eu lieu sur une fausse cassure. Hein. Voilà, c'est
Voilà. Donc, autrement dit, soyons clairs, et ça je l'explique depuis maintenant le mois de février, donc ceux qui sont abonnés, qui me suivent le savent depuis 5 mois. C'est un marché qui va prendre son impulsion en allant piéger. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'on a eu des vagues de hausse, on est allé donner des signaux baissiers, des signaux de vente aux vendeurs qui n'en pouvaient plus depuis maintenant 1 an et quelques, que le marché ne fait que monter, ils n'en peuvent plus, ils veulent vendre absolument. Ils attendent la cassure du support parce qu'ils ne savent pas qu'on ne vend jamais un support en tendance haussière, règle numéro 1. Voilà, vous pouvez la noter si vous ne la connaissez pas. Ils attendent, ça casse, enfin ils craquent, ils y vont, ils shortent, ils vendent, et là le marché se retourne les pièges, ils sont obligés de racheter leur position short, ou alors ils vont renforcer parce qu'ils se disent ce coup-ci je ne me fais pas avoir, ils renforcent, et plus ils renforcent, et plus le marché monte, et plus il va falloir qu'à un moment ils lâchent, et au moment où ces vendeurs short rachète, blow-off haussier, autrement dit, les acheteurs s'arrêtent, n'achètent plus et on se met en range. Donc, le moteur des hausses depuis le début de l'année n'est dû que pratiquement au piège, aux vendeurs qui se font piéger. On ne sent pas. Alors, on a eu des gros volumes, on a eu de gros volumes avec les élections, effectivement, mais encore une fois, même si on a repoussé derrière, vous voyez bien que depuis, alors évidemment que l'on a poussé très fort. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais que veux-tu de plus? Ben, je veux de plus qu'après une hausse, je veux que les acheteurs viennent appâter. Voilà. Et on ne retrouve jamais les acheteurs. On va retrouver les acheteurs une fois uniquement que les vendeurs auront vendu un support. Voilà. Et très très typiquement, nous allons voir que le marché US, lui, fonctionne de manière classique, c'est-à-dire achat, correction, achat, achat, achat. Nous, on ne fonctionne absolument pas comme ça. On est un marché, j'allais dire, qui est mort. Ce n'est pas trop gentil pour le marché français, enfin pour les marchés européens, mais c'est quand même ça. Alors, même si on est en hausse depuis le début de l'année, que c'est une hausse qui est conséquente, c'est vraiment une hausse atypique. Et le comportement n'a rien à voir avec ce que l'on retrouve aux États-Unis, qui est réellement un marché de flux. À ce jour, c'est un marché donc que j'appelle on-off, c'est-à-dire on, mais avec un on très 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 violent et avec un off très très long, très très lent. Voilà. Maintenant, soyons clairs, et je le répète, si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de ce que je vous raconte, ça serait de ne pas vous faire piéger en vendant les supports sur ces marchés. Alors Christian, je colle ta réponse que tout le monde puisse la lire. Est-ce que ce sont les banquiers centraux qui rachètent les actions pour soutenir les marchés? Écoute, ça a été le cas effectivement dans les années 2009, 2010, 2011, 2012, lorsque les marchés étaient très très risqués et où là il n'y avait vraiment plus aucun acheteur. Moi, je crois que les investisseurs sont là, mais que les investisseurs n'achètent pas les hausses, ils achètent les baisses. Autrement dit, on a un marché en crabe, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Là où un marché normal, ça serait 3 pas en avant, un pas en avant, un pas en avant et 2 pas qui sont en arrière. Voilà. Il manque à chaque fois le relais. Alors, honnêtement, pour les banques centrales, à ce stade, au niveau où sont les marchés, je ne pense pas que les banques centrales jouent encore à racheter les marchés. Ce serait quand même prendre des risques. Rappel, depuis là aussi janvier-février, je vous ai mis en garde sur le fait que selon moi, on était dans une bulle aux États-Unis. Je vous ai mis aussi en garde sur le fait qu'on ne vendait jamais une bulle et que j'étais effrayé, terrifié. Donc, lorsque j'entendais, j'allais dire des pseudo-traders, des pseudo-analystes, c'est très méchant. Je suis enregistré, donc je le répète et puis je l'assume.
J'étais effrayé lorsque j'entendais des analystes ou des traders, alors on va dire des soi-disant traders, qui expliquaient qu'il fallait vendre le Dow, qu'il fallait vendre le Nasdaq, puisqu'il y avait donc une, une résistance à 20 000, et puis à 21 000, et puis ensuite à combien? Moi je vous ai dit, il y aura le temps, ne vous mettez jamais à la vente sur un trend qui est impulsif. On ne se met jamais à la vente sur un trend qui est impulsif, on ne vend jamais un support en train haussier. C'est simple, appliquez ces quelques règles basiques et vous verrez vos résultats qui vont exploser. Voilà. Bon, il en faudra un petit peu plus que ça quand même. Mais bon, déjà, si vous évitez les erreurs, et ces erreurs-là, vous verrez que vos résultats vont exploser. Après, bon, tout dépend d'où vous arrivez, d'où vous venez. Oui, voilà, c'est ça. Là, ils sont passés à 60, je crois, depuis le mois de mai. Mais, sauf erreur. Et voilà, donc j'espère que ça, c'est compris. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là sur le CAC 40. Alors, du coup, bon, j'étais beaucoup plus long que prévu sur le CAC. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on fait du live et que l'on ne prend pas de notes, ben, on fait. Voilà. Mais je pense que ça sera très utile pour beaucoup parce que bon, ceux qui savent, ceux qui connaissent le sujet, mais les autres, je pense que ça vous sera très utile. Donc, si vous avez donc, des questions sur le sujet, vous levez la main. Sinon, je vais passer aux autres indices. Bon, du coup, on va je ferai moins d'indices que prévu, sinon je vais vous saouler, je vais vous montrer les US tout de suite. Donc je vois pas de main qui se lève, donc a priori tout était très clair, ce qui ne peut que me réjouir. Peut-on utiliser les bols 47 en 2 heures qui font résistance 2 heures. Alors, Gérard, je mets ta question. Alors, tu me l'as écrit, écoute, en majuscule. Si tu peux éviter. Peut-on utiliser Ball 47 en 2 heures? Il faut résistance. Alors, ce que l'on peut faire, enfin, ce que je comprends de ta question, hein, si tu veux la préciser, tu peux. Alors, ce que l'on peut faire, par contre, effectivement, si vous considérez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'on est en range haussier, mais en range, et que l'on ne vend pas les supports, dès lors que l'on s'approche des sommets ou que l'on va dépasser les sommets, les sommets, on va effectivement regarder pour contrer le marché. D'accord? Ça, j'espère que tout le monde l'a compris. Pourquoi 200% en projection et pas 262? Ben parce que les vagues 3 qui font 200% de la une, ce sont de très très jolies vagues. Voilà, c'est entre 162 et 200%. Voilà pourquoi. Et sur le CAC, si tu regardes les historiques, c'est là où l'on retrouve les vagues 3. Donc ok, c'est bon. Bon allez, donc je vous mets tout de suite le dos. Alors lui, on va le mettre en quotidien. Alors le dos en quotidien a une configuration donc très intéressante. Alors là aussi, alors la période dont je vous parlais, où je disais surtout pas vendre, c'était cette période-là que je vous mets en vert, retrait, voilà. Vous l'avez, je pense à l'écran. Voilà, c'était cette période-là où effectivement on commençait à entendre de partout qu'il fallait vendre le dos parce que c'était trop cher et du grand n'importe quoi. Les Américains allaient trop vite, c'était surévalué, ils ne comprenaient rien. Et moi, à cette période-là, je dis il faut tout faire sauf vendre. Alors, je ne disais pas il faut acheter puisque franchement c'est très très compliqué donc d'acheter en haut d'un canal après une hausse telle qu'elle était, mais surtout pas vendre.
Et lorsqu'on ne sait pas, on ne fait rien, on ne va pas se précipiter, mais on ne commet jamais l'erreur. Il y a sur les marchés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les bonnes attitudes et les mauvaises attitudes. La mauvaise attitude, c'est de se dire le marché monte trop vite, donc je le vends. Un marché ne monte jamais trop vite. Un marché est par essence irrationnel. Voilà. Donc les marchés sont irrationnels. Donc vouloir raisonner, c'est quand même encore rigolo, enfin, ce n'est absolument pas le terme rigolo, en plus c'est triste qu'il y ait des spécialistes qui passent à la télévision et qui vous expliquent que les marchés sont fous. Alors, il faudrait, les premiers fous, ce sont eux. S'ils n'ont pas compris après des années sur les marchés que les marchés sont irrationnels, donc les marchés ne sont jamais fous, les marchés sont irrationnels. Voilà. La hausse attire la hausse et la baisse attire la baisse. Les acheteurs attirent les acheteurs et les vendeurs attirent les vendeurs. La peur attise la peur, attise, je dis bien. Et la cupidité, donc la hausse, attire et attise la cupidité. Voilà ce qu'il faut comprendre sur les marchés. Donc, les marchés sont irrationnels, ils ne sont jamais fous. Voilà. Donc déjà, c'est la base. Donc, on ne se met jamais en face de mouvements impulsifs. Alors là, je vous renvoie au livre. Jamais en face de mouvement impulsif, car un mouvement impulsif est par essence un mouvement de déséquilibre absolu, c'est-à-dire que si c'est à la hausse, il n'y a que des acheteurs en caricature, si c'est à la baisse, il n'y a que des vendeurs, et donc alors généralement c'est court, mais ça peut durer très longtemps sur les unités très larges. Voilà. Pour avoir connu les bulles, et les cracks, je sais ce que c'est. Et je ne fais pas le malin parce que j'ai commis l'erreur de vouloir me mettre en face. Et j'ai compris que c'était une erreur. Voilà. C'était il y a très 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 longtemps, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lors de la webconférence là, donc du vendredi 3 mars, j'avais signalé que le Dow Jones était sorti de son canal de long terme. Alors c'est le canal de février 2016. Donc c'était un canal très très pertinent. Et le fait qu'il en sorte par le haut, alors tout est enregistré, donc on peut le retrouver. J'avais indiqué qu'on était potentiellement sur un climax, donc que là, peut-être, il était temps. Alors je disais bien de ne pas encore vendre, parce qu'il ne faut pas se mettre en face, mais que potentiellement, on arrivait au bout de quelque chose. C'est exactement ce qui s'est produit. Si vous remarquez, la configuration est un peu la même que celle que nous avons sur le CAC, autrement dit un gap haussier après une impulsion haussière très très violente. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous en pensez ce que vous voulez. Depuis, j'avais dit aussi, le marché peut se retourner en V-top ou en V-bottom, mais c'est très rare. Généralement, les marchés vont se retourner après des phases d'accumulation ou des phases de distribution. Donc, une phase de distribution après une vague de hausse aussi violente, aussi durable, aussi pérenne, aussi solide, devrait mettre plusieurs semaines à plusieurs mois. 3 mois après, enfin, ça va en faire 4 maintenant, nous y sommes. Donc, autrement dit, on est toujours dans ce range. Donc, on est typiquement dans une phase de distribution. Jusque-là, c'est facile. Je l'avais anticipé, je l'avais prévu. Donc, ça, c'est pour ce qui marche. Mais comme je vous ai dit, j'aime bien aussi dire lorsque j'ai tort. Je pense que lorsqu'on est trader, vouloir faire croire aux autres que l'on a toujours raison, c'est un signe que l'on n'est pas un trader. Puisqu'un trader sait qui gagne, qui perd, qui gagne, qui perd. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir que ces gains cumulés soient supérieurs à ce qu'il perd. Et c'est notamment grâce à la gestion du risque qu'il arrivera à ça, etc. Enfin bref. Et avec une méthode évidemment qui tient la route. Mais donc voilà, avoir tort,
sur les marchés, il ne faut pas en avoir honte, c'est logique et normal. Donc là aussi, Mars, ben, j'avais envisagé, et vous voyez là, je vous ai laissé en jaune, donc vous le voyez, je ne veux pas le toucher. Donc j'avais mis jusqu'au mois de juin, vous voyez, un range potentiel. Voilà, j'avais mis un range potentiel jusqu'au mois de juin. Ben, j'ai eu raison jusqu'en avril. Et là, le Nasdaq est reparti comme une balle. Donc, vous voyez, ceux qui s'amusent à vendre les marchés comme ça, eux ont entièrement tort. Les marchés comme ça, il faut savoir les analyser, il faut surtout savoir quels outils on va utiliser et quelle stratégie on va utiliser. Voilà. Mais ne jamais se mettre en face de tel marché. Voilà, si vous pouviez retenir ça, c'est vraiment très important. Si ça ne vous sauve pas la vie, ou évidemment que ça ne vous sauvera pas la vie, mais ça peut sauver la vie de votre compte de trading, ou votre PEA, ou je ne sais quoi, votre assurance vie, ben déjà je serai heureux. Voilà. Donc ne vous mettez jamais en face de tel marché. On ne sait jamais où ils peuvent s'arrêter. Encore une fois, je répète, j'ai une analyse de bulle sur les marchés depuis le mois de janvier-février, mais j'ai aussi des projections haussières que pour le moment je conserve pour moi. Mais si vraiment on est en train de casser et de changer de cycle de marché, à ce moment-là, on peut aller très très loin. Voilà. Donc après, on s'intéresse à ce qui se passe au quotidien. Il y a un analyste, un trader, un investisseur à ses projections, donc, pardon, à long terme, à moyen terme, à court terme, à très très court terme, à très 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 court terme. Voilà. Il faut réussir à faire le lien entre tout ça pour réussir à faire les analyses et pour réussir ensuite à adopter les stratégies qui vont faire que l'on gagne sur les marchés. Bon, du coup, pour les indices, j'étais beaucoup plus long que prévu sur le CAC. J'espère que vraiment ça vous a intéressé. Sur les US, ben, je voulais vous montrer et vous indiquer, donc vraiment mettre l'accent sur ça, ne pas se mettre en face un marché qui est en bulle. Je te remercie, Didier. Ensuite, je voulais aussi vous dire, voilà, je ne suis pas là, moi, pour vous dire regardez tout ce que j'ai dit, regardez tout ce que le marché a fait, je m'en moque. Je vais vous en raconter une, je veux dire, donc comme ça je vais vous mettre très à l'aise. Tiens, et puis d'ailleurs je vais vous la montrer. J'ai fait cette analyse-là sur l'euro-dollar sur le blog. Donc c'est une analyse gratuite, tout le monde peut en profiter. Alors ça, je l'avais fait sur le blog parce que je l'avais fait en live, enfin, je l'avais fait en live. J'avais fait l'analyse live, vue en live lors d'une webconférence le vendredi. Puis je m'avais dit, vraiment, c'est une analyse très intéressante. La configuration est très 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 intéressante. Donc en bleu, là, vous aviez les niveaux stop éventuels et donc j'avais mis un premier objectif ici à 1,1152 et un objectif ensuite à 1,13,7. Voilà. Donc il y avait de quoi faire 3 à 400 points. Hein. Voilà. Donc il y avait 3 à 400 points. Donc je l'ai mis sur le blog, je l'avais mis sur le site. Vous voyez, donc très très fort comme analyse. Et puis l'autre jour, donc je discutais en coaching avec un des traders que je suis et qui me dit vraiment ton analyse euro-dollar, elle était superbe, elle était magnifique, chapeau. Je lui dis voilà, donc vous voyez, je vais vous mettre à l'aise. Je lui dis oui, c'était une très très belle analyse, mais moi en tant que trader, faire une très jolie analyse, je m'en moque. Et si je l'avais tradé après une très mauvaise analyse et que je gagne, ça ne me gênait pas. Mais là, j'ai fait une très jolie analyse et je ne l'ai pas tradé, puisque c'est vrai que l'euro-dollar n'est pas un produit que je surveille tous les jours, ou vraiment très très vite fait, et voilà, j'ai été occupé ailleurs et à aucun moment j'ai ouvert une position. Donc, vous voyez,
Je vous dis ce que je fais, je vous dis ce que je fais pas, je vous dis ce que j'ai analysé de bon, je vous dis ce que j'ai analysé de mauvais. Je ne vous cache rien. Donc vous voyez, je ne suis pas là pour vous faire le malin ou j'aurais pu vous dire, regardez, j'ai fait l'analyse sur le blog, regardez ça comme je suis grand, beau et fort. Ben, j'ai fait une très très bonne analyse. Voilà, je suis très fier de mon analyse. Mais comme je suis trader et que je ne vis pas de mes analyses, mais de mon trading, c'est un très mauvais travail en ce qui me concerne. Voilà, c'est tout. Alors, après, ce n'est pas grave, puisqu'effectivement, je ne le trade pas. Voilà. Mais là, en l'occurrence, j'aurais pu. Maintenant, si vous avez des questions, actions, je suis à votre dispo. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu, je suis aussi à votre disposition. Donc, je suis à votre disposition autant que vous le voulez. Voilà. Puisque vous ne voulez pas m'offrir une bière. Je reviens sur le CAC. Le gap ne devrait pas être couvert à moyen terme. Alors, le gap haussier ou le gap baissier? Tu me parles du gap haussier, hein, j'imagine. C'est ça? Une bière numérique? Bof, non. Voilà. Alors, oui, effectivement, tu remarqueras, je te tutoie hein, si tu me l'autorises, Gérard. Je tutoie beaucoup. Donc, tu remarqueras donc que j'ai tracé ma zone de range potentiel vague 4 pour l'été. Vous voyez que je me mets à nu, hein. On verra bien ce qui se passe ou pas. J'ajusterai ensuite et j'ai mis le pied de ma zone sur le sommet du gap. Voilà. Après, on peut effectivement pousser jusqu'à 5055. Voilà. Donc oui, c'est un gap qui a vocation à être refermé, je te le confirme, surtout que c'est un gap, une vague 5, voilà. S'il n'y avait pas l'interrogation, ah oui, celle-là, il faudrait que je vous la fasse parce que je ne vous l'ai pas faite. Excusez-moi parce que je me perds des fois entre ce que je fais le vendredi, en semaine, etc. Donc celle-là, vous l'avez tous quand même repérée, j'imagine. Je sais pas, celle-là je l'ai publiée, je ne sais plus où. Je l'ai publiée, semble aussi. Tac. La cassure. Voilà. Les perfs 2017 ne sont pas encore à jour. J'avoue que voilà, si tu les veux toi, je te les envoie à toi. Il faut que je le fasse. Je le fais quand j'y pense et là je ne l'ai pas fait depuis long moment. Donc la cassure de cette trendline baissière, de cette trendline résistance mensuelle, pourrait donc nous donner une configuration de hausse. Alors là, j'avais indiqué au début du mois, lorsqu'on avait ça, que je voulais quand même un chandelier sur mai très haussier. Donc on va voir demain ce qui se produit. Pour le moment, c'est assez mitigé et ça serait plutôt en validation d'un retour vers mes 5100 que je vise. Hein. D'accord? Voilà. Donc je vous mets tous vos commentaires. Là. Voilà. Alors le réinvesti, effectivement, alors lui, je pense que j'ai été un des premiers, enfin je sais pas où je l'ai mis, où j'avais mis là aussi donc un article où j'indiquais effectivement que le CAC était à des sommets historiques et qu'on sortait d'un squeeze mensuel et qu'on accélérait en SHMO. Voilà. Alors après, maintenant, si vous voulez, là, alors on a potentiellement en cours une grosse divergence.
Donc, donc, à surveiller quand même. Disons que si ça venait à être confirmé, donc c'est pour ça que j'ai un scénario de vague 4 très long, parce que je pense que le marché a quand même donc besoin de souffler, surtout que ce n'est pas un marché qui est impulsif, et que là je pense qu'il a épuisé toute son impulsivité entre le 24 avril et le 5 mai. Donc c'est pour ça que je parie sur un très long range. Voilà. Mais le marché a besoin de souffler sérieusement car il a tendu tous les indicateurs techniques de moyen terme et il faudrait vraiment que l'on explose très très fort à la hausse pour retrouver de la dynamique. À ce jour, il ne le montre pas. Si demain on repart en fusée haussière, c'est une caractéristique des hausses que d'être lente. Non, je veux dire pas en ce moment. Alors, la caractéristique des hausses, effectivement, c'est que les hausses ne se construisent pas donc comme les baisses. C'est-à-dire que la volatilité sur une tendance haussière n'est pas la même que la volatilité sur une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'il y a juste des raisons psychologiques à ça, c'est-à-dire que la hausse est guidée par la cupidité et par les gens qui rentrent doucement, effectivement, alors que la baisse est guidée par la peur, c'est-à-dire que l'on craint la panique, que l'on craint un gros événement. Voilà, donc il y a moins de volatilité sur la hausse que sur la baisse. Mais là, on atteint des niveaux de volatilité qui sont historiquement bas on atteint des niveaux de range intraday qui sont historiquement bas. Moi, lorsque je mesure mes TRDMA historiquement pour un CAC à 5000 ou pour mes TRDMA en pourcentage, je suis à des creux qui sont historiques, donc on n'est pas, voilà, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que en 2007, en 2005, 6, 7, on n'avait pas du tout la même chose. On n'avait pas du tout la même construction de hausse en, voilà, pour les trois grandes périodes que j'ai connues, c'est-à-dire 1997, 18, 19, 2000 et 2000, 2004, 5, 6, 7, je dirais. Euh, voilà. Et là, ça faisait quand même des années que l'on était en range sur le CAC. Hein. Ça fait quand même 6 ans que 6-7 ans que le CAC ne fait rien, que les indices européens ne font rien. Alors on est reparti à la hausse, et tout le monde s'esbaudit face à ce qui se passe, sauf que lorsque on va décomposer ce qui se passe, on a un très faible niveau en intraday de volatilité, et surtout, donc Jean-François, tu n'étais pas là au début, donc là, je te renvoie à l'explication parce que je l'ai expliqué en fait au début. On a un marché en mode on-off, donc j'explique tout. Voilà, au début. Donc, allez-y pour les questions. Je vous écoute. Voilà, exactement ça. Et on casse donc et puis ça ronfle comme tu le dis, mais ça c'est un très très grand classique. On avait ça en 2005-6, mais on cassait, on poussait, puis on corrigeait. Là c'est on casse et on corrige à plat. Voilà, donc il y a vraiment une très très grosse différence. Voilà. Et donc c'est un rythme très atypique. Historiquement, je ne l'ai jamais connu. Et c'est un rythme donc, qui implique de vraiment adapter le trading à ce que le marché nous propose en ce moment. Voilà. Autrement dit, si vous achetez les cassures en ce moment, la probabilité de faire des gains est très faible. Voilà. Ok, ça marche? Donc, levez la main si vous avez des questions. Sinon, j'avais quelques actions. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez été feignant. Je vous félicite pas. Alors là, j'ai Air France. On m'a demandé Air France. Alors,
Air France. Alors là, c'est de l'analyse pure a posteriori. Donc, je dirais que en tant que trader, l'analyse pure a posteriori, c'est tout ce que je n'aime pas. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà le jour J, qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Donc là, donc très très rapidement, Air France, on a eu un double creux. Là, on a eu mon très cher Jean-François, un historique SHMO gapé. Voilà, un historique. Et puis depuis, on est sur un trend impulsif ici, un trend soutenu ici, un trend impulsif ici. Donc vous savez donc maintenant que l'on ne se met pas en face. Donc évidemment, je t'en prie. Donc évidemment, évidemment que ce trend, on ne se met pas en face. On peut au mieux, vous allez chercher quelque chose comme ça, c'est-à-dire une zone support très très large que je situe entre 8,5 et 8,8, on va dire, à la louche. Là, je vous le fais, donc ne dites pas ensuite, voilà. Donc, attendre un repli vers 8,5 éventuellement. ArcelorMittal. ArcelorMittal, alors la configuration que je suis depuis un certain temps se dégrade très sérieusement avec la cassure du canal moyen terme que nous avions là. Arcelor de Mittal est rentré dans un canal baissier de très court terme. Alors, les bonnes nouvelles pour les acheteurs éventuels, bon, c'est à surveiller, ce n'est pas encore gagné, vous l'avez à l'écran, non, vous ne l'avez pas encore, si, ça va venir, là, tac, tac. C'est bon, vous l'avez donc à l'écran. Donc, on a une divergence en cours sur nos indicateurs, non pas les indicateurs GTAS, mais des anciens indicateurs de la méthode BPD, sans aucun égo évidemment. Alors, donc, blague à part, ArcelorMittal entrée en zone de turbulence assez forte. Alors, il y a des supports un petit peu partout. Ce qui est intéressant à surveiller, c'est le 38% qui arrive très 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 rapidement et qui va croiser avec le bas du canal. Et puis dans tous les cas, tant qu'on va rester sous les 22,30, 22,70, mieux vaut pas être acheteur de cette valeur. Ok, ça marche. Là, je vous fais de l'analyse très rapide, mais qui tient la route. Hein, c'est pas. Voilà. Ensuite, on m'a demandé une valeur SCM, alors SQM que je ne connaissais absolument pas, mais qui est très 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 intéressante. Comme vous le voyez, elle est calée dans un canal depuis février 2016, c'est bien ça, et qui est juste fabuleux. Donc, quoi faire face à ce type de valeur? Voilà ce qui m'intéresse à vous raconter. On fait quoi face à ce type de valeur? C'est simple, il fallait me le demander il y a 8 jours. Je vous aurais dit, il faut surveiller le contact vers le bas du canal et en cas de réaction haussière, il faut repasser à l'achat. Voilà. Là, évidemment, c'est trop tard puisque maintenant on se rapproche du haut du canal. Donc, si vous étiez rentré vers le bas, il faudrait penser à revendre. Voilà. Ok. On m'a demandé une autre valeur. Je pense que c'est Orange. Si j'ai bien lu, c'est ça. Marc, est-ce que ça te va comme commentaire? Bon, si tu en veux d'autres, ben tu connais mon numéro.
Alors orange, orange. Alors là j'ai une configuration. Alors celle-là je ne l'avais pas regardé. Laissez-moi 2 minutes avant de regarder tout ça. Ok, donc on s'approche quand même des sommets. Très intéressant. Oh, très intéressant. Très intéressant. C'est très intéressant. Euh, on est potentiellement en accélération sur Orange. Alors, moi, je surveillerai cette zone de support là, éventuelle, qui pourrait correspondre à un test de la SMA 20. Ok. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que potentiellement, on est en train de tourner la 147 avec un joli point d'ancrage ici. Maintenant, c'est Orange, hein, qui pour le moment, ça fait quand même très 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 longtemps que ça range, hein, voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours aller regarder le comportement de la valeur pour savoir ce que ça vaut. Donc, je dirais, vous voulez acheter Orange, donc je parierai sur un achat sur cette zone, donc vers 15, pour une première entrée, parce qu'il pourrait très bien y avoir un retour au cours de juillet sur les 14,60, vous voyez, aussi, parce que ce n'est pas dit, c'est quand même une valeur qui est assez poussive, donc ben, elle avance, et puis derrière, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Tu n'analyses que le délit pour entrer ou tu descends sur les UT. Je vais descendre sur les UT. Voilà. Là, je vous fais une analyse globale qui dure 2 minutes. Hein. Je vous fais pas je vous fais pas un truc qui dure. Voilà. Honnêtement, une analyse action complète, il y a au moins un gros quart d'heure. Hein. Vous voyez, la Tovalorex, c'est une action que j'ai à l'analyse. Vous voyez, vous le voyez tout de suite avec le nombre de traits. Salut Eric, bonnes vacances. Hein. Donc, alors, sauf erreur, j'en avais discuté avec l'un d'entre vous avant, donc ça devait être là, ça devait être par là, ça devait être il y a plus de 15 jours. Et oui, puisqu'il y a le trait là, donc c'est que j'anticipais là éventuellement. J'avais dit attention, enfin, voilà, on avait regardé ensemble dans cette résistance trendline ici. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez bien ce que je vous raconte là? Et donc là, nous avons eu un test de cette résistance et un renvoi vers le bas. Donc vous voyez bien, je te remercie Christian. Donc attention, attention. Alors la 147, là je vous fais a servi de support à plusieurs reprises. Là, on est proche cassure. On est très proche cassure, très proche cassure. Autrement dit, après avoir donc buté sur la trendline résistance, aller chercher le bas de ce canal dans la zone sous les 5 et sous le creux du mois, enfin autour on va dire du creux de février, serait très cohérent, surtout que voilà, ça y est, au fur et à mesure que je vous parle, je me souviens de ce que j'ai analysé. Surtout que donc voilà, j'avais analysé, bon ça y est, une ABC corrective qui irait me chercher sous les 50%. Voilà, avec un niveau support résistance que j'avais tracé autour de 4,50. Donc je dirais que si l'on confirme la cassure de la moyenne mobile 147, donc 5,8 donc clôture, la probabilité qu'on aille voir les 4,6 est assez forte. Hein, voilà. Et je dirais qu'en plus, dans cette figure en ABC que j'avais dessinée est assez vieille, je pense. Elle, elle doit sûrement dater de avril. Et pour le moment, le comportement de la valeur est en train de confirmer. Voilà. Donc,
une dernière, mais vraiment parce que c'est vous. Allô? Allô, c'est Palo Alto? C'est ça? C'est... Non, non, non. Ah non, c'est pas... Ah oui, non. Allô? Ok. Au historique, alors ça, là c'est vraiment à la volée totale. Je vais voir ce que je trouve là-dedans. Voilà. Bah, déjà, on est sur 100 mètres de canal de partout. Donc, la chance, c'est qu'on est sur un haut là. Voilà, c'est qu'on casse le haut, c'est qu'on casse le sommet de novembre 2015. Est-ce que c'était le sommet historique à l'époque? Oui. Ok, merci. Donc, au deux canal, si on est en position, allez prendre. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on casse là, donc ça c'est, donc on casse le sommet de novembre 2015. Donc ça c'est une configuration intéressante. D'accord. Va pour ton esquisse. Non, mais en plus elle y est. Parce que là, on peut considérer qu'il écoute un appui et c'est une. Excusez-moi, hein, c'est parce que je parle au commentaire, donc je vous le colle, le commentaire, comme ça vous comprendrez mieux ce que je vous raconte. Donc effectivement, on a une divergence courte, mais c'est une divergence de type flag que l'on devra retrouver en H4. Voilà, c'est logique. Et là, on va retrouver un H4. Est-ce que vous l'avez à l'écran, le H4? Oui, c'est bon. Je crois que oui, c'est bon. Donc là, vous retrouvez une très jolie divergence en H4. Donc ça, oui, donc, elle y est là-dessus. Alors là, c'est un peu comme le CAC, c'est-à-dire que l'on casse des sommets historiques ou très anciens, donc on peut penser que l'on peut pousser, mais on est quand même sur un haut de canal. On a quand même donc on a fait monter le RSI à des niveaux très élevés. Après quand même une hausse très conséquente. Derrière, on a. Alors ça, il faut le faire, hein. Attendez, parce qu'en même temps que je parle, je cherche. Donc derrière, donc, on a tapé ce haut de canal. On a effectivement une divergence jour. C'est une esquisse, mais en H4, elle est très claire. Donc la probabilité d'aller corriger au moins, peut-être pas sur le bas du canal si c'est très haussier salé, mais au moins je dirais voilà 29, 29,30, le sommet précédent. Alors, si on va jusqu'au gap, il faudrait pas aller jusqu'au gap. En fait, il faudrait rester par là. Il faudrait pas passer sous les 29,60. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire à la volée. Donc différent de ce que je fais d'habitude, hein, il faut quand même changer, il faut toujours innover. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Et n'abusez pas de la bière et donc des bonnes choses. Voilà. Donc à très bientôt, super, merci Bernard, merci à tous, merci Raphaël, merci Didier, bon panorama, merci Julien, un grand merci à toi, merci Sylvie pour toi, toujours pour tes commentaires, merci. C'est intéressant, je te remercie, je te souhaite une bonne bière quand même. Merci Jérôme, merci, bonsoir, c'est intéressant. Merci. Bon, donc très très grand merci à tous et puis à très bientôt. Donc
Rappel pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc mercredi soir, je suis interviewé sur Vidéo Bourse. Voilà. Salut Régis. Ciao, ciao. C'est très intéressant les analyses d'actions. Ok, je te remercie. Merci Véro. Allez, ciao, ciao à tous.